Mais après coup, j'ai vraiment été chassé du paradis. J'ai été envoyé côté cour et là, c'était terrible. Là, j'ai vécu un bad trip carabiné, un mauvais voyage parce que les questions deviennent tellement compliquées que ta tête explose et que tu t'aperçois que la raison, c'est quelque chose de très précieux et très fragile et que tu pourrais peut-être devenir fou, mais complètement fou. Parce que je croyais des articles que j'avais lus, en particulier dans la presse allemande, qui disaient que ces fameuses expériences un peu douteuses de gens qui seraient presque morts et qui auraient vu une grande lumière, et cetera, tous ces trucs qui n'étaient pas très sérieux, ben ça y est, OK, on pouvait les expliquer grâce aux neurotransmetteurs. Et moi, j'ai filé à Los Angeles où ces recherches étaient censées être faites pour comprendre. En gros, il disait au moment de mourir, on a tous une overdose. Et ce que Kubler-Ross m'a fait comprendre, c'était qu'avec mes visions de 68 arts euh, très radicales, le désir, le plaisir, le désir, le plaisir, et puis merde, au masochisme judéo-chrétien, c'était très, c'était très naïf, c'était très bébête, on pourrait dire, parce que la souffrance, elle est là. Et Kubler-Ross, ce qu'elle parvenait à te faire faire, c'était à te faire traverser la souffrance. Et ces gens que je voyais déployer des torrents donc de douleurs, de souffrances, de souvenirs atroces, etc. Mais au bout de quelques jours, je les voyais, mais ils étaient complètement calmés et même plus paradoxal. Et je les jalousais presque, moi qui n'avais pas souffert beaucoup dans ma vie. euh, Ils étaient comme, ils irradiaient d'une espèce de lumière, comme si la souffrance qu'ils avaient vécue, parce que elle avait été accompagnée par quelqu'un qui savait le faire, elle leur avait fait traverser la vallée des larmes. Et donc, je suis revenu du séminaire qui s'appelait Life, Death and Transition, hein, vie, mort et transition. Je suis revenu complètement changé. Sans entrer dans le détail de la vie de Patrice, je rappelle simplement qu'il est né au Maroc. Et ça a son importance, peut-être nous en parlera-t-il, d'être né dans le nord de l'Afrique. Et il est revenu en France à l'âge de 17 ans. Il était destiné au départ à être ingénieur, et puis il a eu le coup de foudre pour le journalisme. Et cela l'a conduit dans un parcours très particulier, puisqu'il a intégré la rédaction d'un magazine qui venait de se lancer, qui s'appelle Actuel, qui est un magazine de l'après 68, né de toutes les découvertes, les utopies, mais en même temps les besoins d'action, les besoins de réalisation très concrètes qui se sont qui sont apparus parmi la jeunesse. Et il a intégré cette rédaction qui l'a amené à dire que c'est l'aventure de sa vie. Donc il nous dira en quoi. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que dans tout son parcours, puisqu'après Actuel, il a intégré le magazine La Nouvelle Clé en fin de sa carrière professionnelle. Donc c'est un peu une sorte de montée vers la spiritualité, mais tout au long de son parcours, il y a bien en filigrane la spiritualité sous des formes très particulières, puisqu'elle a commencé, je pense pouvoir le dire, par la période psychédélique, où on aborde les questions de la conscience, l'élargissement de la conscience, l'ouverture à d'autres dimensions de l'intériorité, et qui se traduisent par des transformations très fortes dans la société. Ce que je voudrais dire avant de te donner tout de suite la parole, Patrice, c'est combien, en fait, toutes ces années, tu les as vécues avec passion. Ça a été pour toi un engagement. Chaque article était pour toi un engagement complet de tout ton être. Tu n'hésitais pas vraiment à intégrer l'objet de tes recherches, de tes découvertes. Et l'autre aspect particulier, c'est que tu as toujours tenu en même temps à ce que ça soit rigoureusement étudié, approché. L'approche scientifique t'a toujours accompagné. Tu n'es pas parti dans des délires complètement farfelus. Il y a toujours eu le guide de la raison que tu as voulu écouter. Et donc, c'est un mariage, je trouve, très intéressant entre, quelque part, une aspiration mystique, si je peux employer ce terme, et puis des aspects très, très rigoureux, très concrets, très terrestres, et qui t'ont mené à produire beaucoup de livres relatant tes expériences. Donc, très brièvement, je parle de l'expérience avec Elisabeth Kobler-Ross, qui t'a beaucoup marqué, tu nous diras en quoi. L'expérience des dialogues avec l'ange, là aussi, qui a été suivie
d'un livre, comme souvent après tes expériences marquantes. Et puis également l'expérience avec les dauphins, la communication avec les dauphins, ce sont des choses très inhabituelles pour un journaliste, je dirais, de la presse classique. Et tu as su donc, je pense, intéresser beaucoup de monde à toutes ces questions. Et la question donc, que je te poserai, c'est finalement, qu'est-ce que c'est pour toi cette spiritualité, puisque tu t'es défini dans ton livre comme un chrétien athée, et de même que tu as eu une expérience avec le mot Dieu, tu nous expliqueras en quoi elle a consisté et qu'est-ce qu'elle a transformé dans ta vie. Enfin, j'aurais tellement de questions à te poser, donc je voudrais simplement, voilà, en première question, te dire quelle est la première euh, expérience réellement spirituelle qui a déclenché en toi une interrogation au début de ton parcours. La première, la première, pas évident parce que ça remonte à l'enfance, mais dans mon parcours d'adulte, parce que comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, j'ai grandi dans le cadre d'une religion, en l'occurrence catholique, et au Maroc, c'était formidable parce que c'était les franciscains qui étaient géniaux, qui étaient même si lui-même n'était pas franciscain, mais c'était des pères de Foucault un petit peu. Ce n'étaient pas du tout des gens prosélytes, c'était des gens qui soignaient dans la montagne ou qui enseignaient la menuiserie dans la classe. Enfin, j'ai eu de très très beaux exemples, mais là j'étais enfant. J'étais enfant, et puis ensuite on devient ado, et puis on abandonne tout ça, très classiquement, pour moi en tous les cas. Et, et on y revient comment? Et c'est un petit peu ça la question que je sens que tu me poses, c'est comment on y revient? Comment on y revient? Et là, j'ai plusieurs réponses qui m'arrivent. Tu as évoqué le psychédélisme, c'est-à-dire effectivement des expériences hyper fortes. En l'occurrence, moi, je ne suis pas allé en Amazonie comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, d'aller prendre de l'ayahuasca avec les Indiens d'Amazonie, mais tout simplement des champignons de nos bonnes prairies françaises et qui contiennent de la psilocybine. Et c'est vrai que ça a été une expérience énorme pour moi, que je n'attendais pas. Je dois dire que j'étais un peu le seul de la bande, parce que les autres avaient tendance à se méfier de ce qui risquait de devenir mystique, justement. J'étais dans la bande d'actuels, même s'ils flirtaient aussi avec ça, ils avaient tendance à vouloir rester au niveau bande dessinée. C'est très drôle de se faire exploser la conscience avec des hallucinogènes. Et, et c'est vrai que là j'ai vécu une expérience forte qui serait trop longue de décrire en détail, mais en gros, j'ai retrouvé la nature, tout simplement. Je crois que je suis redevenu un animal très lié au végétal. J'ai pu découvrir à quel point un animal est sensoriellement attaché au végétal, et ça a été merveilleux. Ça a été une expérience littéralement paradisiaque, paradisiaque avec un moment qui reste paradisiaque, mais qui commence à devenir un petit peu plus complexe, c'est quand le mot arrive, quand tu es ébahi d'émerveillement devant une fleur, tout simplement une fleur. C'était le printemps, tout poussé, c'était très érotique. C'est incroyablement érotique, le, le végétal au printemps. Ça pousse, mais ça, on peut dire que ça bande de partout. Mm. Et, et c'est fabuleux. Mais à un moment donné, m'arrive le mot fleur, parce que je suis en train de regarder une fleur, il n'y a pas de mots, il n'y a strictement pas de mots, il y a juste un émerveillement. Et puis à un moment donné, arrive le mot fleur. Et quand le mot rejoint ce qu'il désigne, c'est un très grand délice aussi. C'est un très grand délice aussi. Simplement, ça ne va pas en rester là. Les mots vont commencer à se bousculer, et les mots vont me poser des questions, et les questions vont se multiplier. Et au début, à ce moment-là, je redeviens humain. Je redeviens humain, et je suis très fier de pouvoir manier des mots et de pouvoir répondre à des questions. Mais les questions deviennent compliquées. Les questions deviennent compliquées, elles deviennent de plus en plus compliquées. Et alors, ça se passait dans un endroit merveilleux où je vis encore, là, même maintenant. Là, si on sortait derrière cette porte, il y a un très bel endroit avec un côté court et un côté jardin. Et là, j'étais du côté jardin et j'ai été chassé littéralement. J'ai vécu
Bah, tout ça, je me le suis dit après coup, parce que sur le coup, on ne se le dit pas. Mais après coup, j'ai vraiment été chassé du paradis. J'ai été envoyé côté court et là, et, et là, c'était terrible. Là, c'était terrible. Là, j'ai vécu un bad trip carabiné, Un mauvais voyage, oui. un mauvais voyage parce que les questions deviennent tellement compliquées que ta tête explose et que tu t'aperçois que la raison, c'est quelque chose de très précieux et très fragile et que tu pourrais peut-être devenir fou, mais complètement fou. Et, Mais et je alors, sais qu'à un moment donné, j'ai souhaité mourir parce que c'était trop dur. Et ça, c'était une expérience aussi très marquante, et je m'arrêterai là. C'est que je me suis dit que peut-être je pouvais me suicider parce que c'était trop dur. Et un énorme éclat de rire a éclaté en moi, autour de moi, enfin en moi, oui, mais j'avais l'impression que ça venait de l'univers tout entier, et qui me disait, parce que tu t'imagines que tu peux arrêter, tu crois que tu as le bouton game over. Et ça a été une révélation, une autre révélation. C'était une révélation de la naïveté, de l'immense naïveté du matérialisme athée. Eh ben non, ça ne s'arrête pas. voilà. Et c'était terrifiant que ça ne s'arrête pas, je dois dire. Mhm. J'aurais préféré, à ce moment-là, j'aurais préféré que ça puisse s'arrêter. Alors ça, Et ça a été alors, une expérience. oui, et est-ce que ta rencontre avec Elisabeth Kubler-Ross et la question des NDE, de la vie après la vie, la question de l'immortalité, la question aussi de comment affronter les souffrances par rapport au fait de devoir quitter ce qu'on aime, de quitter ce monde, etc. Tu as écrit, tu as dit, tu as expliqué combien d'affronter la mort et la souffrance auprès de cette personne-là a été pour toi une expérience marquante. Oui, alors ça, c'est 8 ans après. Oui. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Tu as dit qu'effectivement, je faisais des reportages scientifiques, mais ça, c'était toute l'équipe d'Actuel. C'était une équipe très rigoureuse. C'était des journalistes qui avaient été formés aux meilleures écoles, on peut dire. Et vers la fin des années 70, on s'est réintéressé à la science, parce que la science, à un moment donné, dans l'époque 68, la science, on s'en méfie, parce que la science, elle est du côté de la technoscience, elle est du côté du capitalisme, on est contre tout ça. Et la science, on s'en méfie. Et bon, mais comme tous les Français, ou comme tous les Gaulois, dirait Jules César, on change vite de mode. Et, euh, et on s'est réintéressé à la science. Et même si elle était financée par le capitalisme, on s'y intéressait quand même. Et, euh, et moi, dans un espèce de dispatching qu'on s'était organisé entre Organisé, nous, oui. moi, je m'étais beaucoup intéressé à la neuroscience. Et à la fin des années 70, on découvrait les neurotransmetteurs, et c'est fabuleux. Enfin, la symphonie chimique qu'il y a entre nous en permanence, que ce soit du fait des hormones, du fait du système immunitaire et du fait des neurotransmetteurs qu'on découvrait à ce moment-là, c'est quelque chose de complètement prodigieux. Nous, on ne pensait pas du tout que la science désenchante le monde. Au contraire, elle le réenchante. C'est extraordinaire. Et donc, on était complètement passionnés de science. Et moi, j'avais écrit un certain nombre d'articles sur les neurotransmetteurs, n'est-ce pas, on- euh, si les drogues agissent sur nous, c'est parce qu'elles se font passer pour des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous une espèce de pharmacopée fabuleuse. Et c'est parce que je croyais des articles que j'avais lus, en particulier dans la presse allemande, qui disaient que ces fameuses expériences un peu douteuses de gens qui seraient presque morts et qui auraient vu une grande lumière, etc., tous ces trucs un petit peu, enfin, qui n'étaient pas très sérieux, ben ça y est, on pouvait les expliquer grâce aux neurotransmetteurs. Et moi, j'ai filé à Los Angeles, où ces recherches étaient censées être faites, pour comprendre, parce qu'en gros, il disait, au moment de mourir, on a tous une overdose. Hmm. Et ça nous intéressait beaucoup. Quelle overdose? Comment est-ce qu'on a découvert ça? Et je suis tombé sur un bec à ce moment-là, parce que je suis tombé sur des chercheurs matérialistes, mais qui étaient purement idéologiques. Ils n'avaient fait aucune recherche. Ils supposaient. Ils disaient, on va bientôt. C'est comme quand on suppose que l'ADN contient tout. Eux, ils supposaient que, en plus de l'ADN, les neurotransmetteurs pouvaient tout expliquer. Ils n'avaient pas fait la moindre recherche. Et j'étais très embêté. Et par réaction, en fait, je suis allé voir
ce que ces chercheurs matérialistes purement idéologiques combattaient comme supposés obscurantistes. Et je suis tombé sur des chercheurs, tout simplement, ce que j'appellerais des chercheurs scientifiques, parce qu'ils disaient il y a une donnée nouvelle. Et la donnée nouvelle, elle est très techno, elle n'est pas du tout compliquée. C'est qu'on ranime à notre époque, et ça c'était il y a 50 ans, enfin il y a 45 ans, mais on ranime de plus en plus de gens. Ça n'a existé dans aucune autre civilisation. Ça, à notre époque, même dans un pays pauvre, on peut ranimer des gens. Il y a des méthodes. Et donc on ranime des millions de gens qui normalement auraient dû mourir. Et parmi ces millions de gens, eh ben, il y en a un pourcentage quand même remarquable qui raconte une expérience qui reste à interpréter. Et voilà ce que me disaient ces scientifiques. Et ce n'était pas très obscurantiste. C'était simplement, c'est vrai que les récits étaient fabuleux. Et Kubler-Ross, dont tu me parles, j'ai mis longtemps. J'ai pas pu la rencontrer tout de suite. J'ai rencontré d'abord Raymond Moody, j'ai rencontré Kenneth Ring, j'en ai rencontré tout un tas, qui étaient donc des chercheurs. C'était tous des hommes très excités par ces découvertes nouvelles. Enfin, c'est-à-dire que l'expérience de mort imminente, elle existe depuis toujours, mais il y en avait très peu. Il y en avait très, très peu, tandis que maintenant, il y en a beaucoup. Et, et ces hommes, eh ben, ils faisaient assez systématiquement référence à une femme qui était venue avant, et c'était Kubler-Ross. Et Kubler-Ross, je dirais que c'est, pour moi, Kubler-Ross, c'est une femme, et il y en a d'autres. Cicely Saunders en est une autre. En France, après, on a eu Michel Salamagne, on a eu René Sebag-Lanoé. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Marie de Henzel, par exemple. Ce sont des femmes. Et pour moi, ces femmes, elles rouvrent, on pourrait dire, le théâtre de la mort. Parce que la mort, c'est le théâtre de la mort, il est aussi ancien que l'humanité. L'humanité, elle n'existe pas si elle ne sait pas se confronter à sa mortalité. C'est peut-être même ce qui la fonde d'une certaine façon. Simplement, il y a eu différentes façons d'ouvrir ce théâtre. Et ce théâtre, à l'époque moderne, ben, on peut dire qu'il faisait relâche. Parce que, bon, il y avait encore des religieux, mais de moins en moins. Et aujourd'hui, ça c'est une chose qui me frappe, aujourd'hui, même dans les zones intégristes, je pense que même si on va euh, sur le territoire où était Daesh, le califat de Daesh, je suppose que même là-bas, si quelqu'un se fait renverser par une bagnole, on ne crie pas vite un imam ou vite un prêtre, vite un rabbin. Non, on dit vite un docteur. Je pense que le monde s'est sécularisé de ce point de vue-là complètement. Mhm. Patrice, Kubler-Ross, elle arrive là, voilà. Kubler-Ross est une pionnière oui. de ce que j'appelle l'acte 1. Quel effet sur toi a eu cette rencontre avec cette personne? Quel effet sur ton parcours, sur ta compréhension, sur tes angoisses ou tes espérances? Alors, l'angoisse de la mort, personnellement, l'angoisse de la mort, je l'avais eu très fort. Je l'avais eu très fort au moment où on a été rapatrié du Maroc parce que mes parents sont tombés dans la pauvreté et que pour moi, la, la mort est apparue sous cette forme-là. Et que pour m'en débarrasser, ça, c'est pas Kubler-Ross, ça, c'est l'amour d'une femme. Mais ce n'était pas calculé. Mais à un moment donné, j'ai rencontré vraiment le grand amour de ma vie et je me suis rendu compte que, comme par miracle, l'angoisse de la mort tenait, qui me tenait aux tripes, qui m'a tenu aux tripes pendant plusieurs années, à me réveiller la nuit. Et ça, c'est le fait de rencontrer l'amour. Là, j'ai pu. Un jour, je me suis rendu compte que c'était parti. C'était parti. Et quand j'ai cherché à savoir comment ça avait pu partir, c'est parce que je l'avais rencontré. Et là, j'ai pu vérifier que, en effet, quand on dit l'amour est plus fort que la mort, là, moi, je l'avais vérifié de manière très, très, très concrète. C'était pas quelque chose de. C'était pas une vision poétique délirante. Sans ça, j'aurais même pas. Je crois que je me serais pas engagé dans ce genre d'enquête parce que j'étais trop angoissé. Et donc Kubler-Ross, elle, c'est tout à fait. Ça me pousse un cran plus loin parce que Kubler-Ross, elle, j'ai eu du pot au dernier moment. Elle acceptait toujours un dernier passager à bord parce que sinon il fallait s'inscrire des années à l'avance pour rentrer dans son séminaire. Et j'ai pu rentrer dans son séminaire. Et son séminaire, c'était pas rien parce que on était pendant 10 jours dans un lieu de retraite, complètement en retraite, complètement tranquille. Et on était une centaine. Et sur cette centaine, il y avait 60 personnes qui allaient mourir. Il y en avait qui avaient le cancer. À l'époque, le sida a tué à tous les coups. Il y avait des gens qui. Il y avait des vétérans du Vietnam qui revenaient fracassés de la guerre. Il y avait ou alors des gens qui venaient de perdre un enfant. Enfin, un, un... j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais autant pleuré parce que
dès le premier jour, tu as compris, au début, tu comprends pas qu'est-ce que tu fais là, qui sont ces gens. Puis après, quand les gens commencent à raconter leurs histoires les uns après les autres et que c'est la mort, c'est la peur de la mort ou la proximité de la mort qui les a amenés là, mais ils en viennent à raconter leur histoire, leur souffrance et là, Kubler-Ross a été, magistrale parce que c'était une femme qui était bah, elle n'est pas la seule comme ça, hein, mais c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui est capable à la fois d'être très présent, tout en étant complètement calme et pendant des heures et qui écoutait qui écoutait cette femme hurler, heu parce qu'elle allait mourir et que son père l'avait violée pendant toute son adolescence, ou ce mec qui revenait du Vietnam et qui hurlait, pas simplement parce qu'il avait brûlé tout un village, mais parce que et ça, c'était très étrange de découvrir ça, la compassion passe par des portes très égotiques. Il avait brûlé tout un village et ça suffisait normalement à vous maudire pour la vie, mais non, ce qui le faisait hurler, lui, c'était qu'il n'avait pas pu sauver son copain quand il était tombé en hélicoptère dans un marécage et qu'il avait vu son copain Joe, peu à peu, se noyer dans la boue et puis enfin, chaque cas était différent, la souffrance était immense et ce que Kubler-Ross m'a fait comprendre, c'était qu'avec mes visions de 68 arts, très radicales, le désir, le plaisir, le désir, le plaisir et puis merde, au masochisme judéo-chrétien, c'était très c'était très naïf, c'était très bébête, on pourrait dire, parce que la souffrance, elle est là et Kubler-Ross, ce qu'elle parvenait à te faire faire, c'était à te faire traverser la souffrance et ces gens que je voyais déployer des torrents donc de douleurs, de souffrances, de souvenirs atroces, et cetera. Mais au bout de quelques jours, je les voyais, mais ils étaient complètement calmés et même plus paradoxal et je les jalousais presque, moi qui n'avais pas souffert beaucoup dans ma vie, heu, ils étaient comme ils irradiaient d'une espèce de lumière, comme si la souffrance qu'ils avaient vécue, parce qu'elle avait été accompagnée par quelqu'un qui savait le faire, elle leur avait fait traverser la vallée des larmes et et c'est ce que disent sans doute toutes les spiritualités, mais moi je ne l'avais pas compris. Tu la souffrance, c'est pas la peine de la nier, elle est là et donc il faut la traverser, il faut s'aider les uns les autres et là, je voyais qu'on peut s'aider les uns les autres à la traverser et de l'autre côté, quand tu arrives sur l'autre rive, mais non seulement tu es libéré, mais tu es comme enrichi et c'est pas du masochisme. Elle disait: «Il s'agit en aucun cas de vouloir la souffrance, c'est malade», mais il ne faut pas la nier et c'est je crois que ce que disent en particulier les bouddhistes, je crois, voilà et donc je suis revenu du séminaire qui s'appelait Life, Death and Transition, hein, vie, mort et transition. Je suis revenu complètement, changé. J'étais changé, quelque chose avait changé en moi et voilà, je pourrais en parler longuement, mais Oui, bien sûr. Et c'est évident. on a là déjà presque une préfiguration de la question des NDE, de la vie après la vie, puisque ces expériences que vivent tous ceux qui reviennent, ils reviennent aussi transformés, comme toi tu l'as été. Et est-ce que c'est ça qui t'a conduit à investiguer dans cette direction des NDE? Bah, au début, les NDE. Au début, donc, moi, je pense que c'est du TOC, ça peut s'expliquer par les neurotransmetteurs. Après, je m'aperçois que pas du tout, ils n'ont même pas fait de recherche, ils ne savent pas. Là-dessus, je tombe sur des chercheurs qui disent, mais il y en a plein. euh, il y en a chez vous, ils me disaient les Américains. Raymond Moody, qui est peut-être le plus connu de ces gens-là, qui me disait, mais faites vos recherches vous-même. Interrogez ces gens, vous allez voir. On n'a jamais été complètement sûr des pourcentages, mais il semblerait bien que ça soit à peu près 20 des gens qu'on a ranimés, dont le cœur s'est arrêté, par exemple, on les ranime. Il y en a à peu près 20 qui racontent une histoire. Alors, il n'y a pas 2 histoires pareilles, hein, en réalité, mais quand on a rencontré un, 2, 3, 4, 5 au 10e, à Chicago, à un moment donné, je rencontre un type, il était flic. Ça lui était arrivé, je ne me rappelle plus, lui, qu'est-ce qui lui était arrivé? C'était, je ne sais plus si c'était une opération qui avait mal tourné. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent quand même en accouchant, hein, quand même. Je suis surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'études spéciales là-dessus. Mais lui, ce flic, ben, ça lui était arrivé 20 ans avant. Et 20 ans, donc 20 ans après son accident, il en pleurait. Et il me disait,
Il me disait: «J'ai compris que j'avais perdu mon temps jusque-là». Il avait compris que ce qui se joue, c'est dans les détails. Il se joue peut-être plus dans les petits détails de chaque instant que dans les grands gestes, héroïques ou honteux qu'on a dans nos vies. Hem Et puis, il s'était rendu compte que ce qu'il avait fait aux autres, il se l'était fait à lui-même, puisque il avait fait une revue de vie. Ça, quelquefois, ça arrive, les gens revoient toute leur vie, mais ils la vit en 3D quoi, ou en 4D. Ils revivent leur vie, mais aussi l'influence qu'ils ont eue sur les autres. Et donc, ils se rendent compte que ce que tu fais à autrui, tu te le fais, en fait, à toi-même. Si tu fais rien à autrui, bah, tu te fais rien à toi-même, mais c'est un peu dommage. Ce qui fait C'est ça. d'ailleurs que ça me fait peut-être une transition vers une autre femme qui a joué un rôle très, très important pour moi, qui était Guita Malache. La première fois que je la rencontre, une amie, Jeanne Gruson, essayait de me la faire rencontrer depuis longtemps. Mais quand tu es journaliste dans un journal comme Actuel qui marche très bien, on essaye sans arrêt de te faire rencontrer des gens tout le temps. Donc tu finis par ne plus savoir. Et là, Guita Malache, j'ai vraiment failli la rater. Et c'est parce qu'il y a eu la guerre du Golfe. La guerre du Golfe m'a fait penser à la guerre et je me suis dit, tiens, mais ces gens, ils ont vécu, ces gens de Budapest, ces artistes juifs de Budapest ont vécu quand même une expérience incroyable de paix, de joie, de bonheur, alors que pratiquement, ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient ce qui les attendait. Et donc, je vais la voir. Elle voulait me voir parce que j'avais écrit La Source Noire. Et elle me dit tout de suite, on se tutoie, donc on se tutoie. Et je lui dis, mais alors si ce qui est dit dans La Source Noire, ces gens qui disent ce que j'ai fait aux autres, je me le suis fait à moi-même. Si ça, c'est vrai, alors, explique-moi, qu'est-ce que vit quelqu'un comme Hitler quand il meurt? Alors elle m'a dit: «Laisse tomber». Elle m'a dit: «Laisse tomber», heu, ç ça voulait pas forcément dire, «C'est un petit peu trop fort pour toi». Elle m'a dit: «Intéresse-toi à la lumière, ne t'intéresse pas à l'ombre». Parce que c'était évidemment une énigme énorme, le mal, le mal. Eh oui. Donc elle m'a dit juste de laisser tomber, donc je l'ai écoutée, elle était plus sage que moi, j'ai pas cherché plus loin. Mais, heu elle a été, une autre de ces grandes dames, quoi, qui m'ont complètement ouvert la voie en en étant très concrète. Elle était extrêmement concrète en disant, tu sais, quand Hanna se mettait à parler, puisque Hanna, c'était celle du groupe de ces artistes, n'est-ce pas, qui recevait cette inspiration venue d'où? On ne sait pas. Plus tard, on a appelé ça l'ange, mais ils disaient même pas l'ange, ils disaient des messagers, des messagers. Il y avait un messager par, interlocuteur. Parce que moi, j'ai rencontré des médiums, j'ai rencontré des channels, des gens intéressants, mais qui quelquefois se mettent dans un état un petit peu second, on ferme les rideaux, on allume une bougie et puis tout d'un coup, c'est d'une autre voix qui parle et tout. Elle me dit: «Hannah, c'était pas du tout ça. Hannah, quand elle se mettait à parler, c'était elle, mais comment dire? Comme voilà, on est une bande de copains un soir, et puis tout d'un coup, il y en a un, et éventuellement c'est toi, très inspiré, qui se met à être très inspiré et qui peut même dire à un moment donné, «Mais attendez, ce que je vous ai dit là, moi je ne le savais même pas il y a 1 heure, je sais pas, ça m'est venu». Alors Hannah, c'était ça, mais à la puissance 1000. Ce qui est particulier dans ta rencontre, justement avec Guita Malache, c'est que tu étais, arrivé pour l'interviewer, puis elle t'a dit: «Non, non, non, tu es pas venu pour ça». Ouais, ça c'est marrant parce que je travaillais toujours pour Actuel et 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 les copains avaient l'habitude, savaient que moi, j'allais un peu sur des pistes, qu'eux trouvaient quelquefois limite bizarres. Mais, j'étais quand même bien allé la voir pour Actuel et effectivement, elle m'a dit: «Non, je crois pas, tu es pas venu pour ça. Tu es pas venu pour ça», et elle n'a pas eu tort parce que quand j'ai ramené mon article à Actuel, ben, comme par hasard, ils l'ont pas pris, ça a traîné et tout, et il s'est passé un truc très marrant, c'est que c'était 90, le 5 juillet 90, ma fille est née. C'est la dernière de mes enfants, la quatrième, la perle de ma vie. Elle naît à 2 heures du matin. À 6 heures, je vais acheter les journaux et qu'est-ce que je vois dans Libé? Dans Libé, qui avait été le premier journal dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Moi, j'étais au tout début de Libé quand c'était encore un peu un journal de propagande maoïste, et qu'est-ce que je vois dans Libé? 3 pages sur les dialogues avec l'ange. Parce que, venait de ressortir la réédition, et Libé, qui est quand même un journal qui était un peu un journal un peu d'intellectuels gauchistes. Alors ils avaient eu la formule, mais pour eux, ça pouvait pas être mieux. C'était
les dialogues avec l'ange sont le manifeste esthétique radical. Voilà, le manifeste esthétique radical. Pour eux, c'est le maximum. Et c'était magnifique. Et donc, je suis allé voir les copains d'Actuel en disant, bah, vous n'avez pas voulu mon article. Ben, Libé, eux, ils l'ont fait. Et c'est formidable parce que c'est une invitation à l'incarnation. C'est une invitation à les dialogues avec l'ange. Si tu connais, c'est de dire que chacun de nous est un animal amoureux d'un ange et un ange amoureux d'un animal. Et c'est quand les deux, elle faisait toujours ce signe-là, Gita, quand les deux se rencontrent, que tu deviens vraiment un humain. Quand l'animal rencontre l'ange, et ils ne peuvent se rencontrer que dans la joie, que dans la joie. Et donc, et au sommet des questions qu'on peut se poser. Et plus tard, quand on a essayé avec Juliette Binoche de transformer ça en film, pour le moment, ça n'a jamais marché. Euh, Juliette, elle est partie à fond, quasiment dans un cercle comme les cercles bibliques. Ils étudient ça avec Marguerite Cardoz. Ils étudient. Moi, je suis assez, je suis assez basique, assez pragmatique. Je ne peux pas m'embarquer trop loin. Donc, moi, je suis resté au stade où les dialogues disent, voilà, tu es un animal amoureux d'un ange, vous pouvez vous rencontrer dans la joie. N'essaye pas, toi, humain, sous ta forme animale, n'essaye pas d'être léger, de ne pas peser, n'essaye pas d'être en apesanteur. Ça, tu auras le temps d'être en apesanteur. Pour le moment, au contraire, pèse, sois incarné. Et ça me rappelait des grandes discussions avec mon ami Relema, le musicien fondateur du Ballet national du Zaïre, qui disait chacune de nos cellules, c'est une goutte d'eau, et chacune de ces gouttes d'eau doit peser, doit peser. Essaye de te relaxer suffisamment pour que chaque goutte d'eau, c'est comme du yoga. Mais je reviens toujours à toi, puisque c'est ton parcours qui nous intéresse ce soir, c'est que tu étais auparavant, donc pendant toutes tes années actuelles, tout ce qui était nouveau, intéressant, excitant, enthousiasmant, bizarre, hors norme, vous étiez toujours à la recherche de choses extraordinaires. Et dans ton livre, là, où tu racontes ton aventure, tu dis, ben, finalement, le nouveau, l'excitant, l'aventure, c'est du côté de l'ange qu'on peut le trouver aujourd'hui. Bah, ça, c'est exactement ce que disait la voix qui inspirait Hannah. Elle disait, par exemple, la guerre dont on a si peur, la guerre qui est là, qui est à nos portes, etc. Et puis que ce soit une guerre externe ou une guerre interne. Elle disait, mais la guerre, c'est la routine. C'est la routine, c'est le côté, c'est le malin, c'est le menteur, puisque dans les dialogues, il est dit, ce qui est grave, c'est pas directement la violence, c'est le mensonge qui est porteur de violence. Mais c'est la routine, c'est du banal, du gros banal, très banal, alors que effectivement, la création, la nouveauté, c'est l'ange. Et tu as raison, mais tu vois, j'avais jamais pensé. Le slogan d'Actuel, quand on a relancé Actuel, parce qu'il y a eu deux Actuels, il y a eu celui de l'époque underground et puis Oui, après celui des années 80. Et le slogan des années 80, c'était nouveau et intéressant. c'est Mais, ça. mais jamais les copains n'auraient pensé que c'était nouveau au sens de l'ange. Oui. Et pourtant aussi, c'était porteur de ça. C'était Mhm. complètement porteur de ça. C'était porteur de, Ben, de cette transformation, de la créativité. voilà, la créativité, alors, qui conduit à une transformation à la fois intérieure, mais tu as toujours été lié avec ton époque, avec ton environnement, avec ce qui se passe dans la société. Tu n'as pas eu d'engagement directement politique, mais tout ce que tu faisais, tout ce que tu écrivais, tout ce que tu euh, affrontais avait une influence sur toi, te transformait, et si bien que de fil en aiguille, ben, la question de la spiritualité était devenue centrale. Et donc, même au sein d'Actuel, c'est une question qui était délicate, mais que toi, tu as toujours porté à ta façon et qui a fait que tu as débouché sur Nouvelle Clé. On était quelques-uns à Actuel. Il y avait Jean-Paul Ribes, par exemple, qui est encore de ce monde, parce que la plupart des copains sont partis. Je veux dire, Eh oui. merci le tabac, parce que ça, on a Ah dû oui. abuser de tout un tas de produits, mais le tabac est responsable numéro un. Mais l'un des plus anciens est toujours là, c'est Jean-Paul Ribes, qui est très proche des Tibétains et qui est un ami du Dalai Lama, etc. Il y avait Jean-Pierre Lantin, qui était aussi, il vivait d'ailleurs un peu dans la même zone là-bas dans l'ouest de Paris.
Jean-Pierre Lantin était intéressé. Mon ami Léon Mercadet n'était pas contre. Lui, c'était plutôt par le biais du Japon et de l'Inde qui s'intéressait à la spiritualité. Et on avait envie que Actuel devienne plus spirituel. Et puis, c'était pas possible. C'était pas Non. possible parce que ceux qui dirigeaient ce journal et qui étaient de grands amis, qui étaient des très, très grands amis, euh, ils se méfiaient un petit peu à la manière dont on se méfie de la spiritualité quand on est moderne, quand on est français, quand on est rationnel, quand on est tout un tas de trucs. Et donc on a quelquefois songé à créer un autre journal. Et puis un jour, ce journal, bah, il a existé. C'est Marc de Smet qui l'avait créé en 1988. Marc de Smet qui était un des, enfin, qui était le responsable du département spiritualité d'Albin Michel, département euh, hautement emblématique parce que le département spiritualité d'Albin Michel, il a été créé en 1947 ou 48. C'est-à-dire très très tôt, ils ont commencé à traduire toutes les grandes œuvres spirituelles de l'Orient, de l'Inde, de la Chine, du Japon. Et Marc, qui était un adepte de Taisen Deshimaru, donc un adepte du Zazen, et qui est toujours d'ailleurs, qui enseigne la méditation zen, avait créé ce journal. Et assez vite, j'y ai fait des piges. Et puis, en 1992, il m'a demandé si je voulais pas en devenir le rédacteur en chef. Et à ce moment-là, ben, j'ai quitté Actuel. Et c'est quand même une aventure qui a duré longtemps, parce que 92, 20, ça a duré 23 ans en tout, Mhm. avec tout à fait à la fin un épisode où on avait été racheté par Jean-Louis Servan-Schreiber et où le journal ne s'appelait plus Nouvelle Clé, mais simplement Clé. Oui, Et donc, oui, alors là, c'était officiellement spirituel, effectivement, puisque c'est ça. Nouvelle Clé, c'était un journal, on pourrait dire, quelque part entre l'écologie, enfin, la spiritualité d'abord, l'écologie, et puis tout un tas de choses qui nous intéressaient à droite à gauche, mais qui étaient moins politiques, parce que Actuel, par contre, était plus clairement politique. On avait été proche des socialistes, et puis critique des socialistes, proche des écologistes d'une manière générale, mais de manière relativement plus politique, alors qu'à Ouais. la Nouvelle Clé, ce n'était pas le cas. Et tu es maintenant toujours actif, je crois, en tant que directeur de collection. J'ai été directeur de collection chez Albin Michel Chez vous. pour une soixantaine de livres dans la collection Clé. C'était une coédition Clé Albin Michel. D'accord. Là, depuis peu, je travaille davantage avec une maison beaucoup plus petite, mais intéressante, qui s'appelle Guy Daniel. D'accord. Et alors, pour moi, ça, c'est ma dernière question avant de passer à la deuxième étape de notre soirée. La spiritualité en France n'a toujours pas bonne presse. Comment tu vis les choses personnellement? La mentalité française par rapport à cette dimension? C'est compliqué. Je crois que c'est l'historien Le Goff qui disait la France a été un creuset. On ne se rend pas toujours compte, mais ça a été un creuset. Là, on parle d'immigration, etc. Mais ça fait longtemps que la France est un endroit où viennent des peuples de partout, enfin surtout de l'Est, hein, mais de l'Est, du Sud, de partout. Et c'est une espèce de fin de parcours, parce qu'il y a l'Atlantique, il y a la Manche, il y a la barrière des Pyrénées. Et, et Le Goff disait, il y avait tellement de cultures différentes dans cet endroit qu'il a bien fallu trouver ce qu'on a appelé la raison, la rationalité, etc., à laquelle on s'est tenu de manière un peu étroite dans ce pays. Alors, ça doit jouer. Il y a, il y a bien entendu le catholicisme. Dans la bande actuelle, il y avait Kouchner, Bernard Kouchner, au début, bien avant, enfin à l'époque où il créait Médecins du Monde. Et j'ai vu quand Bernard a été ministre de la Santé, la bataille qu'il a dû mener auprès des Français. Alors, tu me diras, ça nous éloigne de la spiritualité, mais quelque part, ça nous y ramène, je vais te dire comment. C'est-à-dire qu'il a dû se battre parce que il voulait faire passer cette loi antidouleur. Et il y avait une résistance du corps français, du corps médical français, en disant, comme si on ne se faisait pas confiance les uns aux autres, comme si euh, bah, le malade qui crie qu'il a mal, il faut quand même qu'il
qui rabaisse un peu son caquet parce qu'il exagère. Et il faut qu'il ait souffert un bon moment avant qu'on le prenne au sérieux et qu'on accepte de lui donner des antidouleurs puissants. Je caricature un peu, hein, mais c'était ce qu'il racontait. Alors qu'il est trop tard à ce moment-là. Quand la douleur s'est vraiment installée, c'est difficile de la chasser. Alors qu'il disait, Kouchner me disait, et son bras droit, Michel-Antoine Burnier, me disait, les Anglais sont très différents. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont justement pas de religion, enfin, ils sont moins influencés par le catholicisme romain, ils font plus confiance à l'individu. Et le médecin se met du côté de l'individu en disant, ah, prévenez-moi dès que le mal arrive à l'horizon. Et on va le combattre ensemble et c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace. Alors, là, je n'ai pas répondu à ta question à propos de la spiritualité, mais c'est quand même une sorte de méfiance. Il y a une parano chez nous. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ah, c'est pas net. Euh, c'est forcément d'abord c'est religieux, puis il y a quelque chose. Il y a, c'est comme ses copains. Ah bah tiens, ça va me permettre de terminer là-dessus. Quand je t'ai raconté que moi, un jour, j'ai vu le mot Dieu, Oui. Dieu, fondre comme une bougie parce que le mot Dieu, j'ai toujours eu un problème avec ça. Et ce mot a fondu et il est devenu, sous mes yeux, et je crois que j'avais rien fumé ce jour-là, il est devenu le mot oui, O-U-I. Et ça m'a énormément plu. Ça m'a énormément plu parce que oui, euh, oui, c'est pas une personne, mais c'est très habité. Et puis en français, un oui, c'est un nom masculin, mais c'est très féminin. Il n'y a pas plus féminin. Donc moi, oui me convient très très bien. Or, euh, j'ai remarqué que assez souvent, enfin en tous les cas chez les copains, il y avait une méfiance vis-à-vis du oui, en disant non, mais attends. Et à l'époque, il y avait une pièce de Robert Hossein qui s'appelait L'homme qui a dit non, De Gaulle, l'homme qui a dit non. Il faut dire non. Alors je dis oui, d'accord, c'est très bien de dire non, mais sur l'essentiel, disons oui quand même, non, oui au maximum. Ah, pas, pourquoi? Alors je lui dis, mais pourquoi? Tu veux pas recevoir de cadeaux? La vie, dis oui aux cadeaux de la vie. Et il y en avait un en particulier qui était très, 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 très français de ce point de vue-là, qui me disait, ah, j'aime pas les cadeaux. Je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas les cadeaux? Il y a toujours une arrière-pensée. Et ça, c'est cette espèce de parano qu'il y a chez nous, et de préférer dire non que oui. Bon, ok, Voilà. ça a aussi des Écoute, bons côtés. je crois que c'est une très, très, très belle conclusion. Et avant de passer la parole à nos amis, je lis un tout petit passage de ton livre, euh, donc de ton aventure actuelle, où vous veniez d'aménager dans des nouveaux locaux beaucoup plus vastes, beaucoup plus aménagés près de la Bastille. Et voilà ce que tu dis. Le fait est là, nos bureaux sont devenus royaux et nous continuons à parcourir la planète au gré de nos passions. N'est-ce pas too much pour des petits cochons? Non, ne dites pas ça. C'est à cette époque que je l'apprends. Il ne faut jamais dire que la mariée est trop belle. Chacun de nous a droit à plus qu'il ne s'imagine. Telle est devenue ma conception de la vie. Encore faut-il ouvrir son cœur assez grand. Voilà, merci beaucoup. Merci et bravo. Merci à toi, Jean-Luc.